Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les rues étaient bordées de chênes centenaires, leurs branches tordues formant des voûtes naturelles au-dessus des allées de briques rouges. À chaque coin, des drapeaux américains flottaient doucement dans la brise du sud. Et là, dans un quartier huppé où le silence avait l'élégance d'un vieux secret, se dressait la maison des Montgomery. Une grande demeure blanche à colonnades, vestige architectural du vieux sud, couverte de glycines violettes qui tombaient en cascade depuis le porche. La pelouse, taillée au millimètre près par une équipe de jardiniers invisibles, dégageait une odeur de menthe fraîche et de foin coupé. L'intérieur était tout aussi soigné, parquets cirés, tapis orientaux, portraits de famille dans des cadres dorés, rideaux épais assortis au canapé. Tout respirait la stabilité. La retenue. La réussite. Les Montgomery y vivaient depuis 3 générations. Il y avait Karen, 42 ans, dirigeante d'une société de communication haut de gamme à Atlanta. Belle, stricte, élégante, toujours tirée à 4 épingles. Le genre de femme dont le sourire ne monte jamais jusqu'aux yeux. Elle tenait son image comme on tient un verre de cristal, avec précaution et fermeté. Son mari, David, était avocat en droit immobilier. Grand, poli, absent. Il voyageait souvent pour affaires, et quand il rentrait, il passait plus de temps à répondre à ses courriels qu'à parler à son fils. Et puis il y avait Elliot, leur unique enfant. 6 ans. Curieux, sensible, toujours à la recherche de quelque chose sans savoir quoi. Il avait les yeux d'un bleu très clair, presque translucide, comme ceux de David. Mais parfois, quand il riait, il y avait dans ses traits une chaleur qui ne venait de ni l'un ni l'autre. Mais ce n'était pas Karen qui le réveillait le matin, ni David qui lui faisait réciter son alphabet. Ce n'était pas eux qui savaient qu'il aimait son lait tiède et non chaud, qu'il avait peur du noir sauf s'il y avait une veilleuse en forme de lune, ou qu'il pleurait quand il entendait une musique triste, même sans comprendre les paroles. C'était Grace Anderson, une femme noire de 38 ans. Elle avait les cheveux tirés en un chignon impeccable, la voix douce et grave, et les mains toujours occupées, à boutonner un manteau, à caresser une joue, à préparer un repas. Ses vêtements étaient simples, toujours dans des tons neutres, des beiges, des bruns, du bleu marine, comme pour ne jamais faire d'ombre à la maison qu'elle habitait sans vraiment l'habiter. On l'appelait la nounou, mais elle n'était pas comme les autres employés de maison. Elle avait une autorité silencieuse. Une présence. Une façon de regarder Elliot comme on regarde un trésor oublié. Chaque matin, elle se levait bien avant la famille, et préparait les pancakes aux myrtilles qu'Elliot adorait, avec une touche de vanille comme le faisait sa propre mère, autrefois. Elle ajoutait un sourire dessiné avec du sirop d'érable sur l'assiette, et attendait toujours qu'il en remarque la forme avant de rire ensemble. Chaque soir, elle s'asseyait à côté de son lit, sur une chaise en bois qu'elle appelait le perchoir de maman hibou, et lui chantait une vieille berceuse gospel, transmise de génération en génération dans sa famille. C'était une chanson que sa grand-mère lui chantait quand elle vivait à Mâcon, dans une petite maison de bois aux volets bleus. Une chanson douce qui disait « Tu es né d'amour, tu es gardé par l'amour, et tu retourneras à l'amour ». Personne dans le quartier ne se posait de questions. Une femme noire qui élève le fils d'une riche famille blanche ? Ce n'était pas inhabituel. Les voisins souriaient poliment, lui disaient bonjour, mais ne lui demandaient jamais son avis sur la politique locale. Elle faisait partie du décor, comme les glycines ou le porche en bois. Mais Elliot, lui, sentait quelque chose. Il y avait un fil invisible entre lui et Grace. Un fil tissé de regards complices, de silences qui réconfortaient, de gestes pleins d'un amour instinctif. Quand il tombait de vélo, il ne criait pas « Maman » vers la maison. Il criait « Grace ». Et elle accourait. Un soir d'automne, alors que la pluie martelait les vitres, il posa la question avec une innocence qui transperça le cœur de Grace. « Pourquoi elle ne veut pas que je t'appelle maman ?» demanda-t-il, les yeux brillants de sincérité. Grace resta un moment sans répondre. Le tic-tac de la vieille horloge du couloir rythmait son hésitation. Puis elle baissa les yeux, lentement, comme si elle portait un fardeau invisible. « Parce qu'elle est ta maman, Elliot. Moi, je suis juste là pour toi. » Mais dans ses yeux, ce soir-là, il y avait un éclat différent. Une lumière contenue,
presque douloureuse. Un secret prêt à déborder. Et Elliot, bien que trop jeune pour comprendre les mots, ressentit dans son ventre la gravité de ce qu'elle ne disait pas. 7 ans plus tôt. Grace Anderson avait 31 ans, l'avenir devant elle. Elle venait d'obtenir un master en littérature afro-américaine à l'université d'Howard, avec une thèse remarquée sur Toni Morrison et la mémoire intergénérationnelle. Elle enseignait dans une petite école secondaire à Atlanta, animant des ateliers d'écriture pour des adolescents en difficulté. C'était une femme lumineuse, pleine de feu, engagée et douce à la fois. Elle venait aussi de tomber amoureuse. Marcus Hale était tout ce que Grace n'avait jamais osé espérer, un militant charismatique, ancien élève de Morrows, organisateur communautaire, défenseur des droits civiques dans les quartiers pauvres de la ville. Leur amour avait été fulgurant. 2 âmes habitées par les mêmes rêves de justice, 2 cœurs battant à l'unisson pour un monde meilleur. Quand elle lui annonça qu'elle était enceinte, Marcus la serra dans ses bras avec une tendresse fébrile. « Ce bébé sera notre plus belle révolution », murmura-t-il. Mais quelques semaines plus tard, tout bascula. Un soir de juillet, lors d'une manifestation pacifique contre les violences policières, une altercation éclata. Dans la cohue, un policier tomba, blessé à la tête. Marcus, qui tentait de calmer les esprits, fut désigné comme le coupable. Il fut arrêté sur le champ, malgré des témoignages qui l'innocentaient, malgré les vidéos tronquées qui circulaient. Le procès fut une mascarade. Le juge, connu pour ses penchants conservateurs, refusa plusieurs preuves à décharge. Marcus fut condamné à 12 ans de prison pour agression aggravée sur agent des forces de l'ordre. Pour Grace, le monde s'écroula. Peu de temps après la condamnation, son contrat d'enseignement ne fut pas renouvelé. On lui expliqua, d'un ton gêné, que son nom circulait un peu trop dans les mauvais cercles. Des collègues qui l'admiraient la saluèrent de loin dans les couloirs. Ses économies fondirent. Elle fut expulsée de son appartement, et personne ne voulut lui louer un nouveau logement avec ce passif et un bébé à venir. À 6 mois de grossesse, épuisée, anémiée, elle s'effondra dans une file d'attente d'un centre médical gratuit du centre-ville. Elle fut admise d'urgence. Complications liées à l'hypertension et à la malnutrition. Elle passa 3 jours sous perfusion, seule, sans nouvelles de Marcus, sans personne à appeler. C'est dans cette salle d'attente, à l'éclairage blafard, entre 2 contractions précoces et une peur glaçante, qu'elle rencontra Karen Montgomery. Vêtue d'un tailleur crème, ses talons claquant discrètement sur le carrelage, Karen semblait déplacée dans ce centre modeste. Elle tenait un dossier médical à la main, mais son visage trahissait une tristesse difficile à dissimuler. En voyant Grace, courbée sur elle-même, les mains tremblantes, elle s'approcha avec prudence. Elle lui tendit une bouteille d'eau. « Vous avez l'air épuisé. Vous êtes seule ?» Ce fut le début d'une longue conversation, faite de silences plus lourds que les mots. Karen venait elle-même de perdre un enfant, une fausse couche à 5 mois. Son ventre vide criait encore son absence. Elle parlait peu, mais son regard fouillait celui de Grace avec une intensité presque douloureuse. Quand elle apprit que Grace n'avait plus de famille, sa mère morte d'un cancer, son père disparu depuis l'enfance, ses amis éloignés ou fuyants, elle posa une main sur la sienne. « Ce bébé, vous pourriez me le confier. Vous resteriez avec lui. En tant que nourrice. Il vivrait dans une maison confortable. Il ne manquerait jamais de rien. » Grace, sous perfusion, en chemise d'hôpital, n'avait plus rien. Pas même un toit. Son ventre contractait de fatigue et de peur. Elle regarda Karen, cette femme qui semblait avoir tout ce qu'elle avait perdu, et elle vit là, dans ses yeux clairs, une faille. Une blessure muette. Une volonté froide, presque clinique, de réparer une absence avec une présence. « Il saurait que je suis sa mère ?» demanda-t-elle, presque dans un souffle. Karen évita la question. « Vous serez là, chaque jour. Vous le verrez grandir. Ce sera notre secret. Il sera aimé. Protégé. » Grace accepta. Elle n'avait pas d'avocat, pas de force, pas d'option. Le lendemain, elle signa un simple papier, sans véritable valeur légale, mais qui servit à encadrer leur arrangement. Karen se chargea du reste,
elle organisa une fausse naissance, changea certains dossiers, et fit inscrire Elliot Montgomery comme fils biologique de Karen et David. Et ainsi, quelques semaines plus tard, Grace entra dans la maison des Montgomery. Non pas comme la mère d'un enfant, mais comme sa nounou. Mais dès le premier jour, elle sentit la cage invisible se refermer. Elle ne pouvait pas dire « mon fils », ni le prendre dans ses bras devant les invités. Elle devait se tenir en retrait, modeste, reconnaissante. Chaque geste maternel devenait un risque. Chaque tendresse publique était un rappel, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton nom qui est écrit sur son acte de naissance. Elle avait accepté ce pacte par amour. Mais ce pacte, lentement, avait commencé à la dévorer. Jour de fête. Le soleil d'avril baignait la grande maison blanche des Montgomery d'une lumière dorée, traversant les vitres immenses du salon où une foule élégante s'était réunie pour célébrer le 6e anniversaire d'Elliot. Des bouquets de fleurs fraîches ornaient chaque recoin, des ballons pastels flottaient au plafond, et la musique jazzy flottait dans l'air tiède. Dans le jardin, les adultes discutaient affaires, politique locale, ou parlaient du dernier match de baseball. Les enfants couraient autour de la fontaine, leur rire mêlé aux éclats de voix. Au centre de la pièce principale, Elliot était la vedette incontestée. Son visage s'illuminait à chaque cadeau déballé, à chaque surprise dévoilée. Il riait aux éclats, sautait, sautillait, enchaînait les petites danses joyeuses que seule l'innocence sait inventer. Tout semblait parfait. Puis vint ce moment suspendu, celui où les yeux de tous se tournèrent vers lui. Elliot, debout au milieu du salon, avec la spontanéité propre à un enfant, se tourna vers Grace. D'une voix claire et tendre, il lança, presque comme une évidence. « Merci, maman. » Le temps sembla s'arrêter. Un frisson parcourut la pièce. Les verres levés à la hauteur des lèvres se figèrent, suspendus en plein air, comme arrêtés par une force invisible. Les conversations s'éteignirent, les regards se croisèrent, cherchant la source de ce mot inattendu. Karen, debout près du buffet, sentit son cœur se serrer. Sa peau pâlit, et une main trembla légèrement en tenant un verre de champagne. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression glaciale. D'un ton sec et autoritaire, elle s'approcha d'Elliot. « Elliot, ne dis pas ça. Tu sais très bien que je suis ta maman. » Mais l'enfant ne recula pas. Son regard clair fixa Karen avec une maturité déconcertante. « Non. C'est elle. Elle me connaît mieux que personne. Elle m'aime. » Un silence lourd s'installa. Les murmures commencèrent, à voix basse, presque des chuchotements curieux et embarrassés. Certains invités échangèrent des regards furtifs, gênés de cette scène troublante qui venait fissurer l'image parfaite de la famille Montgomery. Karen, la mâchoire crispée, la respiration rapide, s'adressa d'une voix glaciale à Grace. « Grace, sors. Maintenant. » Grace, bien que le visage impassible, sentit une boule d'émotion se nouer dans sa poitrine. Elle rassembla toute sa dignité, posa lentement la main sur l'épaule d'Elliot, et s'éloigna sans un mot. Derrière elle, les chuchotements s'intensifièrent, certains jetant des regards pleins de pitié, d'autres de jugement. Dans le silence pesant, Karen reprit le contrôle de la fête, mais son sourire était désormais figé, marqué par la peur sourde de ce secret sur le point d'exploser. Elliot, de son côté, resta là, un peu perplexe, comme s'il avait simplement dit la vérité la plus simple du monde. Le lendemain matin, dans la maison Montgomery, le soleil filtrait à peine à travers les rideaux épais de la chambre où Grace était assise, silencieuse. Sa valise était entr'ouverte sur le lit, à moitié remplie de vêtements soigneusement pliés. Chaque geste était mesuré, presque ritualisé, comme si préparer son départ l'aidait à apprivoiser une douleur qu'elle refusait encore d'admettre. Son regard, perdu dans le vide, s'attardait sur une photo encadrée posée sur la commode, une image d'Elliot souriant, tenant tendrement sa main. Un souvenir d'un bonheur fragile, éclipsé par les non-dits. Un bruit soudain la tira de sa torpeur, la sonnette de la porte d'entrée, nette, insistante, rompant le silence immuable de la maison. Grace resta un instant figée, le cœur battant plus fort. Elle posa doucement le pull d'Elliot qu'elle tenait, et, comme poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, se leva lentement. À la porte en ouvrant, elle découvrit un homme à l'allure fatiguée mais ferme.
Son visage était marqué par la vie trace des longues nuits sans sommeil, des kilomètres parcourus, des combats menés. Sa chemise froissée témoignait d'un voyage difficile, d'un retour précipité. Pourtant, dans ses yeux, il y avait une clarté, une détermination qui ne laissait aucune place au doute. « Bonjour, Grace. Je m'appelle Darius Hale. Je suis le frère de Marcus. » La voix de l'homme, grave et posée, avait cette force tranquille qui impose le respect. Grace sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir, peur, espoir, colère, et une étrange forme de soulagement. Darius sortit de sa sacoche un épais dossier, qu'il posa délicatement sur la petite table de l'entrée. « Je sais ce que vous avez fait. Marcus m'a tout raconté depuis sa cellule. Cet enfant est le fils de notre famille. » Il sortit ensuite une enveloppe scellée, la tendit à Grace avec respect. « Voilà le test ADN, sans aucune ambiguïté. » Grace, les mains légèrement tremblantes, déchira le sceau. Ses yeux parcoururent le document qui scellait enfin la vérité qu'elle portait en elle depuis si longtemps. « Et ce dossier, c'est pour commencer la procédure légale. » Elle sentit une boule monter dans sa gorge, un mélange d'espoir et d'appréhension. Quelques heures plus tard, dans le vaste salon immaculé, Karen Montgomery regardait Darius avec froideur, tentant vainement de masquer la peur et la colère qui bouillonnaient en elle. « Combien voulez-vous pour que cette histoire s'arrête ?» lança Karen, sa voix tremblante d'un mélange de rage et de panique. Elle tendit un chèque, un montant conséquent, espérant acheter leur silence et protéger son image, sa famille, son secret. Mais Darius secoua la tête, les yeux pleins de défi. « Ce n'est pas une question d'argent. Nous sommes ici pour Grace. Pour que justice soit rendue. Il est temps qu'elle reprenne ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre. » Karen serra les poings, la mâchoire crispée. L'inévitable bataille venait de commencer. Dès l'annonce de la procédure, la presse locale s'empara de l'affaire, fascinée par ce récit inhabituel. Une nounou noire revendique la maternité d'un enfant blanc dans une famille riche de Savannah, titraient les journaux, accompagnés de photos de Grace à la mine grave, d'Elliot jouant dans le jardin, et de la somptueuse demeure des Montgomery. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, partageant à la fois indignation, soutien, et jugement. Pour la puissante famille Montgomery, c'était une attaque frontale contre leur réputation soigneusement construite. Rapidement, ils mirent en place une campagne de dénigrement visant Grace, rumeurs infondées sur son passé, insinuations sur sa moralité, attaques personnelles ciblées. Mais Grace garda le silence. Elle refusait d'abaisser son combat à une guerre de mots. Elle se concentrait sur l'essentiel, la vérité, la justice, et surtout Elliot. La salle d'audience, bondée, devint le théâtre d'un affrontement intense. Les avocats des Montgomery insistaient sur les arrangements privés, sur la protection de l'enfant, sur la stabilité qu'offrait la famille blanche aisée. Ils dépeignaient Grace comme une simple employée, une femme attachée par un contrat tacite, sans droit réel. Mais le camp de Grace, soutenu par Darius, présenta des preuves irréfutables, le test ADN, le témoignage de Marcus depuis sa cellule, et surtout, les innombrables lettres de soutien. D'anciens voisins se succédèrent à la barre, racontant la dévotion sans faille de Grace envers Elliot, sa douceur, son amour inconditionnel. D'anciennes élèves de Grace, qu'elle avait aidé à s'élever dans une vie difficile, racontèrent comment elle avait changé leur destin, leur avait donné confiance. Des psychiatres et spécialistes de l'enfance expliquèrent au tribunal le lien exceptionnel qui unit une mère à son enfant, au-delà du sang, la confiance, la sécurité affective, l'attachement. Et il était évident que ce lien existait entre Grace et Elliot, unique et profond. Puis vint le moment le plus bouleversant. Le petit garçon, qui avait déjà traversé tant de secousses, fut appelé à s'exprimer devant le juge. Avec toute la simplicité et la sincérité d'un enfant, il regarda l'assemblée et demanda : « Pourquoi on m'a menti ? Je veux vivre avec ma vraie maman. » Un silence solennel envahit la salle. Les regards se tournèrent vers Grace, puis vers Karen. Ce moment suspendu fut une victoire pour Grace, une victoire pour la vérité, pour l'amour maternel qui ne se mesure pas à la couleur de la peau ou au rang social. Le soleil entrait doucement par la fenêtre d'un modeste appartement situé dans un quartier calme de Decatur, en périphérie de Savannah. Les murs, repeints récemment en blanc cassé, étaient parsemés de dessins d'enfants et de petites photos de souvenirs,
un sourire éclatant d'Elliot, un vieux chapeau de Marcus, une image de Grace en pleine classe. Ici, il n'y avait ni porche fleurie, ni pelouse parfaitement tondue, ni meubles luxueux. Mais chaque recoin respirait la chaleur d'un foyer reconstruit. Grace préparait le petit déjeuner, en chantonnant doucement la berceuse gospel que sa grand-mère lui avait transmise. Elliot, assis à la table de cuisine, dévorait ses céréales, les yeux pétillants d'enthousiasme pour cette nouvelle journée d'école publique, pleine de découvertes et d'amis. Depuis la fin du procès, la vie de Grace avait changé radicalement. Elle avait retrouvé un poste d'enseignante dans une école de quartier, entourée d'enfants comme elle avait toujours aimé les aider. Le salaire n'était pas élevé, mais la joie qu'elle tirait de ce travail lui rendait la fierté et la dignité. Elliot, lui, avait trouvé sa place dans cette nouvelle école. Il aimait courir dans la cour, apprendre, raconter ses histoires de famille avec plus de vérité que jamais. La richesse matérielle avait disparu, mais une richesse bien plus précieuse s'était installée, la liberté d'être eux-mêmes, sans mensonge ni faux-semblant. Sur le réfrigérateur, un petit mot écrit à la main par Elliot était épinglé avec un aimant en forme de cœur rouge. Il disait simplement « Maman, tu as toujours été là. Maintenant, moi aussi, je suis là pour toi. » Grace regarda cette phrase, une larme discrète roulant sur sa joue. Elle se sentit enfin complète, apaisée, portée par l'amour sincère de son fils. Elle se pencha pour l'embrasser, et dans ce geste simple se jouait la promesse d'un avenir à construire, ensemble, sur les bases solides de la vérité et du cœur.